Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 423 du podcast J'en Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer la Free Agency. Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Raphaël Masmejean est également là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Messieurs, c'est la première de nos deux émissions débrief de la Free Agency. Nous allons faire comme la saison dernière, c'est-à-dire un conseil de classe. Félicitations, compliments, passables, redoublements. Ce sont les 4 options pour chaque équipe. La NFC tout d'abord dans l'émission de cette semaine. Exceptionnellement, en plus, on les diffuse à 2 jours d'intervalle. Donc, dans la première émission, on va parler de la NFC. On va commencer par le champion en titre. Et ensuite, l'AFC avec les Chiefs de Patrick Mahomes. Pour commencer, on va passer tout ça en détail, les signatures, les départs, les transferts. On est d'accord, messieurs, qu'on inclut les transferts dans les notes maintenant? Oui, on peut. Oui. Ça fait partie de la Free Agency. C'est un jugement de l'intersaison pré-draft, on va dire. Voilà, on va dire. Voilà, très bien résumé, Grégory. Et sur ce très bon résumé, un premier jingle et on démarre alors. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Ils sont champions, mais ils avaient beaucoup de monde à garder, les Tampa Bay Buccaneers, et ils l'ont plutôt bien fait. On commence donc avec la NFC Sud, messieurs, pour ce conseil de classe de la NFC. Les Tampa Bay Buccaneers, du côté des arrivées et des signatures, puisqu'il y a des re-signatures dans le lot, pas mal de monde. Évidemment, les principaux, ce sont des joueurs maison, Lavonte David, Shaquille Barrett, Rob Gronkowski, Chris Godwin qui a été tagué, Léonard Fournette qui reste également, Josh Wells est resté sur la ligne, Aaron Stinney aussi, Kevin Minter, Ryan Succop. Pour les équipes spéciales du côté de Succop, c'est le kicker. Ndamu Kongsu a re-signé aussi. Et Rakim Nunes Roches également. Du côté des arrivées, la plus récente, c'est Giovanni Bernard qui est arrivé la veille de notre émission. C'est vraiment celle qui est arrivée tout juste. Et puis, du côté des départs, et encore une fois, ils sont très limités pour Tampa. Joe Egg et Andrew Adams sont pour l'instant les seuls à officiellement être partis. Antonio Brown est toujours libre au moment où on se parle, tout comme Dion Buchanan, Ross Cockrell, Steve McClendon, Earl Watford ou l'indispensable évidemment Blaine Gabbert. Du côté donc des notes, messieurs, on en avait déjà parlé dans la première émission de débrief de la Free Agency. Ça ressemble quand même à une Free Agency très réussie pour Tampa. Greg, ils ont même l'air plus forts quasiment, ou en tout cas tout aussi forts, mais avec une draft à venir pour encore plus se renforcer. Donc j'ai envie de dire, ils pourraient même être plus forts l'an prochain. C'est exactement ça, t'as tout bien dit. Enfin, moi personnellement, j'ai été là avec les félicitations dans la logique de ce qu'on avait dit justement lors de la première émission, lors du premier podcast débrief. Là, en effet, entre-temps, en plus, ils ont conservé un peu plus l'ossature qui était la leur pour aller remporter le Super Bowl de février dernier. Et en effet, tu le dis, ils rajoutent en plus quelques armes à disposition. Ils ont la possibilité d'ajouter encore un peu plus de profondeur avec les choix de draft qui seront à leur disposition. Donc, très franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur une free agency qui a quand même été rondement menée de la part de Bruce Arians et de Jason Licht. Raphaël, ils ont des points faibles là. Tu vois un truc net avant la draft. Non, ils n'ont pas tellement de points faibles. On peut toujours reparler, se dire que renforcer un peu le poste de cornerback, si t'es pas toujours convaincu par un Sean Murphy, pourquoi pas. Avoir un receveur numéro 3 après Mike Evans et Chris Godwin, pourquoi pas, vu qu'Antonio Brown n'a pas re-signé. Mais c'est vraiment du détail, c'est de la profondeur d'effectif. Tout est toujours améliorable, mais clairement ils sont très très forts et on commence par eux parce que c'est le champion en titre et ça nous permet à mon avis enchaîner très vite sur les autres équipes parce que Grégory l'a dit, à mon sens on ne peut pas aller sur autre chose que félicitations sur cette free agency du côté de Tampa Bay. Tout a été bien fait, rondement mené, ils vont pouvoir choisir
le meilleur joueur ou le joueur qui leur plaît le plus à la draft, ce qui est un luxe quand même quand tu es dans cette position en piochant en 32e et que tu peux choisir ce qui te plaît le plus sans que ça ait de conséquences importantes tout de suite. Donc clairement ils sont dans un fauteuil, dans un très joli fauteuil. Donc félicitations aussi de mon côté. Bon, félicitations pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer sur cette équipe. On a pas mal, de toute façon, débriefé toutes les re-signatures principales. Je ne sais pas si Rob Gronkowski avait déjà signé. Ndamu Kongsu est nouveau de mémoire. Voilà, c'est ça. C'était Ndamu Kongsu. Je cherchais lequel dans la liste. Ils ont rajouté Sou et Fournette, je crois, depuis. Fournette, oui. C'est ça aussi. Fournette Bernard, est-ce que c'est un duo de coureurs sur lequel on peut partir pour la saison ou est-ce qu'on prend encore un rookie? Oublie pas Ronald Jones quand même. Hein. Il y a Ronald Jones. Oui, c'est pas mal complet, ouais. oui, ça devrait le faire. Hein. C'est même pas sûr, je pense, que Bernard reste dans l'effectif. Hein. Je sais qu'il y a Keyshawn Vaughn aussi qu'ils ont pris à la draft, mais qui a pas donné énormément de satisfaction l'année passée. Donc oui, ils remplissent le backfield et en effet, ils apportent un peu de concurrence avec des joueurs qui, sans être des running back numéro 1 absolus dans toutes les équipes NFL, peuvent au moins apporter dans un bon comité. On va donc passer, donc c'est des félicitations à l'unanimité pour Tampa, qui est évidemment un des grands gagnants de l'intersaison. Les Saints, qui étaient justement les maîtres de la division avant que les Buccaneers arrivent. Du côté des Saints, on a re-signé Jameis Winston, Ty Montgomery, on a signé Alex Arman, Nick Vannett, James Hurst, Tano Passagnon, PJ Williams et Marcus Williams notamment. C'est beaucoup plus actif du côté des départs. On a perdu Emmanuel Sanders, Jared Cook, Josh Hill, Trey Hendrickson, qui avait 13 sacs et demi, si je ne dis pas de bêtises, la saison dernière, Malcolm Brown, Sheldon Rankins, Alexander Zalon, Janoris Jenkins. Il y a eu pas mal de mouvements du côté de New Orleans. Là, pour le coup, on n'est pas sûr qu'ils en sortent renforcés, Raphaël. Non, on n'est pas sûr de ça. Le bon coup, à mon sens, dans leur intersaison, alors faut toujours se rappeler que du côté de New Orleans, souvent les intersaisons commencent avec peu d'argent en début de free agency, finissent avec peu d'argent et ils essayent de faire aussi bien qu'ils peuvent avec un peu de tour de passe-passe, on va dire, sur les contrats. La bonne nouvelle pour eux, je trouve, c'est quand même de garder leur safety, leur jeune safety. Marcus Williams. Oui, Marcus Williams, pardon, je sais pas. J'allais partir sur Marcus May, mais qui est un autre safety ailleurs. Donc Marcus Williams, pour moi, c'est vraiment le bon coup d'avoir réussi à le garder avec le peu d'argent qu'il y avait dans la masse salariale disponible. Après, sur le reste, et on en avait déjà un peu parlé, pour moi, c'est un effectif qui perd en profondeur. Pas forcément sur ses titulaires, qui ne perd pas forcément en talent sur ses titulaires, mais qui, par contre, sur l'effectif complet, et qui était un des points forts, je trouve, de New Orleans, d'avoir une vraie profondeur de banc. Je trouve qu'ils la perdent là pour le coup. Et donc, c'est en ce sens-là que je trouve l'équipe peut-être dans sa globalité moins forte à la fin de cette free agency, ou en tout cas presque à la fin, que par rapport au tout début de la free agency. Greg, est-ce que pour toi, en effet, il y avait des besoins, notamment sur les cornerbacks, peut-être un peu de profondeur au niveau des receveurs, ils s'affaiblissent un petit peu à ce niveau-là, donc c'est une free agency qui a été compliquée, mais bloquée par des questions de salary cap. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'avoue que c'est peut-être là où on va avoir un angle un peu différent. C'est que du coup, j'ai essayé aussi de juger les intersaisons par rapport aux différentes problématiques des équipes. Et je suis forcément obligé de mettre les Saints, par exemple, sur le même pied d'égalité que d'autres franchises qui avaient des difficultés salariales. Je pense par exemple aux Rams, qui ont surtout pensé à dégraisser pendant cette intersaison. Je rejoins bien entendu Raph sur le fait de dire qu'en effet, l'équipe est moins complète, en tout cas moins profonde qu'il y a quelques mois de ça. Après, c'est presque rassurant d'un certain côté, puisque à moins qu'ils signent Jadevon Clowney dans 3 jours, au moins là, on a vu que les Saints ont malgré tout, de par la situation délicate du salary cap, ils ont signé, ils ont rempli, on dira, sur des postes qui restaient quand même importants, mais ils n'ont pas forcément pu faire des coups de folie qu'ils pouvaient réaliser chaque année, alors que tout le monde pensait que d'un point de vue salary cap, c'était absolument impossible. Raph l'a dit, voilà, en termes de titulaires, c'est bien. Ils ont quand même des choix de draft malgré tout pour combler un petit peu en termes de profondeur. C'est moins flashy, surtout dans une année où tu perds Drew Brees, qui, quoi qu'on puisse en dire, ça va quand même être une donnée importante, cette question au poste de quarterback. Mais j'ai été moins sévère. J'y suis quand même allé avec des compliments de par la gestion globale, la manière dont ils ont réussi quand même à déplumer l'effectif tout en arrivant à conserver une certaine ossature. Moi, je serais plus allé sur du passable parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, ça ne mérite pas moins, hein, mais j'irais sur du passable. Tu sais pas, Raph, t'étais parti sur quoi ?
Je sais même pas si je l'ai dit au passage. Je pense aussi que j'irai sur du passable, du fait que l'effectif pour moi perd un peu en qualité malgré tout, même si comme tu l'as dit, hein, il y avait le paramètre salary cap qui les empêchait de toute manière de. S'ils avaient réussi à renforcer l'effectif, ça aurait été un coup de maître absolu. Je suis pas sûr qu'ils pouvaient le renforcer. Je comprends le compliment dans le sens où il limite la casse malgré tout. L'effectif perd pas, enfin on les voit pas faire 8 victoires de moins suite à cette free agency. Donc C'est ça. Et moi aussi, au poste de quarterback, mais bon, ça Oui. c'est un autre sujet. on est d'accord. Moi, je dis aussi ça. Si je prends un exemple concret, le fait de réussir à récupérer un 3e tour, par exemple, pour un Malcolm Brown que tu étais quasiment sûr de cuter, à mon sens, ça reste quand même une gestion intéressante. Ça veut pas dire que ton 3e tour de draft, ce sera un top joueur qui va renforcer vraiment massivement l'effectif. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi des choses qui font que tu arrives à limiter la casse malgré la situation qui était la tienne. Moi, pour le coup, le passable, ça veut dire ils ont bien fait avec ce qu'ils pouvaient, mais j'aurais mis des compliments s'il y avait un petit coup, tu vois, un petit coup notable. Parce que après, la situation, bon, elle reste qu'elle est au poste de quarterback. On en a déjà discuté dans l'émission précédente, donc on va pas refaire tout le débat. Non, mais ça reste une situation incertaine. Et après, bon, ils ont géré, mais il n'y a pas il y a pas un petit coup d'éclat, quoi, même un petit. Qui me rend vraiment, je veux pas prolonger juste pour le plaisir, mais en soi, le fait d'avoir réussi à taguer et possiblement conserver Marcus Williams, c'est en soi un coup d'éclat. Personne ne les voyait venir. Mais j'entends après, ce serait pas les premiers qui taguent un mec et qui bidouillent un peu le cap pour en garder un quand même. C'est sûr, mais au moins, ils ont quand même réussi à prendre des risques, je trouve. Mais j'entends parfaitement l'argument de dire que ça suffit sans doute pas pour faire compliment. Allez, un petit passable à 2 contre 1. Ouais, allons-y comme ça. Les Panthers, il y a eu beaucoup de mouvements du côté de Carolina et le tout dernier, celui-là est récent, on ne s'est pas vu depuis, c'est l'arrivée quand même de Sam Darnold, un choix du premier tour, un 3e choix de la draft quand même qui débarque au poste de quarterback pour un choix du 6e tour de cette année ainsi qu'un choix du 2e tour et du 4e tour en 2022. On va d'abord commencer par ça avant d'attaquer tous les autres quand même parce qu'il faut le dire, Sam Darnold qui bouge, c'est un événement. Carolina, vous l'avez vu venir parmi les destinations pour Sam Darnold? Alors tiens, c'est marrant, il y a un oui de la tête et il y a un non de la tête. Le oui de la tête, c'est pour Grégory. Tu avais vu venir le coup. Pourquoi? À cause de Matt Rhule, à cause du système, à cause de quoi? Non, parce que je voyais pas énormément de points de chute justement pour Sam Darnold, surtout après par exemple que Washington se soit positionné pour signer Fitzpatrick. Il y avait quand même peu de possibilités et je pense que Carolina était dans une situation où au lendemain du trade des Niners, ils avaient plus vraiment les coudées franches pour potentiellement monter et aller chercher le quarterback. Si possiblement il y avait un quarterback qui leur plaisait, on va dire dans leur 4e ou 5e choix. Donc je pense qu'ils ont peut-être voulu jouer la sécurité. Je l'ai souvent dit, Sam Darnold, je vais pas dire qu'il a fait un début de carrière extraordinaire, mais il y a quand même ce petit bénéfice du doute de par l'environnement qui était le sien du côté des Jets, encore plus en 2020 avec l'effectif qui était le sien. Aux Panthers, j'attends de voir. On a vu qu'un Bridgewater a quand même surperformé malgré tout. Peut-être qu'avec Darnold, sans que ce soit extraordinaire, ils peuvent franchir un palier avec en plus un effectif qui, en anticipant un peu, c'est quand même bien renforcé. Raphaël, toi, tu l'avais pas vu venir? Non, pas tellement. Alors après, j'ai plus en tête tout le déroulement précis du calendrier de la free agency. Donc c'est vrai que sur le moment, en réfléchissant à posteriori par rapport aux autres signatures des autres quarterbacks dans d'autres franchises, ça pouvait être un point de chute. C'est pas forcément celui que j'aurais imaginé, ou en tout cas, je voyais pas forcément les Panthers aller dessus. Maintenant, effectivement, enfin, je l'avais pas vu venir, mais c'est vrai que si t'élargis, en prenant le temps peut-être un peu plus, ça pouvait être une des destinations. Après, c'est vrai qu'il n'y en avait pas de façon 30 des destinations pour Sam Darnold. Bon. Alors la question subsidiaire, c'est est-ce que tu y crois? Y croire, ça dépend. Croire à quoi? Est-ce que tu crois qu'il va retrouver sa connexion magique avec Robbie Anderson, qui était quand même son receveur préféré du côté des Jets, donc il arrive dans des conditions idéales? Ça c'est possible de retrouver Robbie Anderson. C'est un receveur qui sait se mettre à disposition pour être trouvable, donc je pense qu'il peut retrouver une connexion avec. Sincèrement, je suis ni totalement pessimiste ni totalement optimiste. J'attends de voir dans un nouveau système. Il reste jeune, c'est vrai. Il était dans un contexte à New York qui était quand même assez catastrophique. Et c'est pas pour avoir tapé pendant des années sur Adam Gase pour tout d'un coup dire qu'il aurait pu faire vachement mieux avec Adam Gase. Donc je vais pas l'enfoncer là-dessus.
Après, je trouve, c'est vrai aussi, j'entends ceux qui disent qu'il n'a jamais, enfin, qu'on a rarement vu beaucoup de coups d'éclat pour se dire, OK, c'est vraiment un super quarterback et on a confiance dans ce qu'il va faire. Je comprends ceux qui disent ça aussi. Donc, j'attends de voir. Et pour le coup, c'est lui et son cas et ce qu'il va devenir. Dans 4 ans, potentiellement, si c'est un titulaire indiscutable, cette free agency de Carolina deviendra excellente. Mais c'est ça. Moi, à l'heure actuelle, par contre. Tu sais quoi, moi, j'allais dire que j'ai un bon compliment. Parce que intrinsèquement, je suis pas persuadé que Darnold va tout casser, etc. Mais au moins, ils ont le mérite de tenter un truc avec un mec qui a quand même un plafond plus élevé que Teddy Bridgewater, pour pas trop cher. Donc pourquoi pas. Et puis derrière, au final, ils gardent plutôt leur effectif intact. Ils récupèrent Hassan Reddick en défense et Djebouille pour avoir un peu d'expérience. Ils perdent pas grand monde. Ils jouent dans la continuité une deuxième année l'année prochaine avec le même coach, avec Christian McCaffrey qui va revenir, etc. Moi, je les vois plutôt en progrès après cette free agency, puisque donc j'ai pas fait toute la liste, mais donc ils signent David Moore, Dan Arnold, Cam Irving, Taylor Moton est tagué sur la ligne, Patel Flynn sur la ligne aussi, John Miller sur la ligne. Donc ils mettent vraiment beaucoup de monde en plus. Morgan Fox, Denzel Perryman, Hassan Reddick, et Djebouille, Rashad Melvin et le long snapper qui reste aussi. Du côté des départs, il y a Mike Davis, Curtis Samuel, Chris Reed, Steven Weatherly et Efe Obada. Donc ils peuvent quand même se remettre de ça, même si Curtis Samuel avait un joli rôle l'an dernier. T'as cité Kawan Short? Non, écoute, ils ont coupé. Ouais. Pas dans la liste. Ah oui, pardon, Kawan Short, autant pour moi, je l'avais pas cité. Mais parce qu'il n'avait pas de nouvelle équipe. Mais sur le reste, on est d'accord, oui, ils peuvent s'en relever a priori. Voilà. Donc moi, je suis plutôt sur du compliment plus sur cette intersaison des Panthers. Raphaël est pas trop convaincu. Je sens que Greg est un peu plus dans mon camp. Écoute, moi d'instinct, je serais plutôt pas parti sur du passable parce que Sam Darnold reste un pari, que il y a des ajouts dans l'effectif, mais à mon sens, par rapport à l'argent qu'avait Carolina, il n'y a pas non plus de top player ajouté pour vraiment faire passer un palier à cette équipe. C'est quand même du titulaire tout juste à mon sens. Enfin, Hassan Reddick, on va voir, il sort vraiment d'une très très belle saison. Donc c'est quand même un pari, tu vois. S'il le confirme, effectivement, mais le reste, bon, pour moi, on est dans du titulaire très moyen quand même en NFL. Et est-ce qu'il fallait pas que Carolina mette un petit coup de boost Bon, je sais pas. Mais j'entends le compliment. Ça, c'est vrai qu'ils partent d'un peu plus bas aussi. Donc, et puis, il faut prendre aussi cette free agency pour ce qu'elle est. C'est combien, en fait, il y avait vraiment de titulaires d'impact disponibles, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de top players non plus, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont re-signé, qui sont restés où ils étaient. Et pas mal de paris, tu vois, un Bud Dupree, un machin. Il y avait des blessures, il y avait des mecs qui étaient sur une saison comme Hassan Reddick. Donc, partant de ce constat-là, moi, tu vois, vu qu'il n'y avait déjà pas beaucoup pour bosser avec, moi, je serais compliment. Greg, départage-nous. Oui, non, compliment pour moi aussi. Je trouve qu'il y a quand même des signatures assez intéressantes. En effet, on rajoute de l'expérience à un groupe qui certes avait été composé de bons rookies l'année passée, mais qui avait été un peu juste pour tenir sur la distance. Là, clairement, en rajoutant cette dose d'expérience, notamment en défense, ça peut en effet être un élément assez important. Il y a quelques secteurs à surveiller, peut-être le poste de tackle éventuellement ou de tight end qui sonne un peu creux. Mais encore une fois, la question du quarterback réglée par l'intermédiaire de la signature de Sam Darnold, en tout cas a priori, leur permet quand même d'avoir les coudées un peu franches avec le 8e choix, qui en plus, s'il y a rush sur les quarterbacks, pourrait leur permettre vraiment d'avoir une vision globale sur le meilleur joueur disponible. Donc sans faire une preview sur la prochaine draft, au moins il y a une free agency cohérente qui leur permet encore une fois d'avoir toutes les cartes en main et quand même d'avoir un groupe de titulaires assez établi malgré tout pour être un peu plus compétitif en 2021. Allez, compliment pour les Panthers. Du côté d'Atlanta, alors là c'est simple, je vais donner les noms et regarder le visage de Grégory et vous le décrire au fur et à mesure. Du côté des arrivées, on a le coureur Mike Davis, le tight end Lee Smith, Josh Andrews sur la ligne offensive, Steven Means en défense, Jonathan Bullard en défense, Brandon Copeland linebacker, Barkevius Mingo, l'ancien choix du premier tour quand même, hein, Barkevius Mingo. C'est un 6e choix, tout à fait. Linebacker, Eric Harris et Fabian Moreau sur le backfield défensif. Du côté des départs, ils ont perdu Matt Schaub qui a pris sa retraite, Alex Mack le centre, Charles Davis en défense, Damonte Casey, Ricardo Allen et Keanu Neal, le seul Keanu en NFL. Il faut le savoir quand même. C'est-à-dire Ricardo Allen ? Ricardo Allen, ouais, juste avant. Et Damonte Casey aussi. Et Damonte Casey. Ah, j'ai pas entendu. Pardon, excuse-moi. Donc,
Ça me semble être une intersaison assez neutre. J'ai pas l'impression qu'il soit passé grand-chose en fait. Pour Bah, l'instant, j'ai pour envoyé un Atlanta. texto à Terry Fontenot pour lui dire que la free agency avait commencé. Il était Voilà. pas au courant. Mais non, alors non, blague à part, c'est vrai que ça fait partie de ces équipes que forcément je considère un petit peu différemment de par leur situation salariale, puisque très clairement le nouveau front office en arrivant avait quand même pas énormément de manne financière pour vraiment reconstruire l'effectif, surtout qu'il y avait des contrats vraiment mastoc. Après, il y a quand même une certaine lenteur, je trouve, justement, dans tout ce qui était restructuration, qui fait que on s'est pas vraiment, on s'est pas vraiment donné les moyens, je pense, peut-être d'aller chercher des choix un peu plus séduisants. On sait qu'on part sur une reconstruction quand même du côté d'Atlanta, mais c'est une reconstruction paradoxale parce que d'un autre côté, tu restructures Matt Ryan, donc a priori, t'envisages de le garder au moins sur 1 ou 2 saisons. Et voilà, c'est vrai que là, en l'occurrence, ça sent la grosse revue d'effectifs. Je pense qu'il capitalise beaucoup plus sur la draft, mais forcément, de par ce qu'on analyse, à savoir l'intersaison, pour l'instant, je peux pas aller autrement que limite redoublement, quoi. C'est pas des. Ouais. Il y a quelque chose qui se fait rêver. La signature Non. de Mike. Alors, je veux bien me laisser convaincre éventuellement par la signature de Mike Davis, qui a montré une certaine progression ces dernières années, notamment à C'est vraiment Carolina au bord l'année du passée. gouffre. Hein. Ouais, là, c'est vraiment que t'as plus rien à te mettre sous la dent. De toute façon, ce sera un backfield de comité. Et encore une fois, Mike Davis, je trouve, il a progressé ces dernières années. Oui. Après, voilà, je vais pas vous dire que c'est un running back pro bowler qui va tout éclater et qui va emmener Atlanta au Super Bowl. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être dans ce lot-là, la signature sur laquelle je suis la plus rassuré. Mais on l'a dit, il n'y a pas d'énonce séduisant. Donc, je peux pas aller autre part que sur un redoublement. Écoute, moi, ça me va au sens où, en effet, tu as commencé doucement en leur donnant l'excuse du salary cap, donc tu m'as surpris en tombant dans le redoublement, mais ça me va très bien, il s'est rien passé. Il y a un juste milieu quand même. Il y avait des besoins, notamment en défense, notamment sur la ligne, notamment plein de choses, il n'y a rien qui est adressé, donc pour moi, c'est redoublement aussi. Raphaël? Oui, non, moi je vous rejoins en termes de redoublement. Comme l'a dit Grégory, ils ont mis du temps à restructurer certains contrats qui méritaient de l'être faits. Et quand on voit d'autres franchises qui restructurent très très vite, donc c'est vrai que là-dessus, on a pu être un peu étonné. Et puis, c'est un effectif qui, quand tu le prends avant la free agency, quand tu le prends après, ne semble pas avoir progressé, alors qu'il partait peut-être d'un peu plus bas que d'autres effectifs dont on a pu parler jusque-là. Forcément, c'est compliqué d'aller sur autre chose que redoublement. Et puis bon, c'est pour revenir, hein, mais quand Grégory dit qu'il veut bien se laisser convaincre par Mike Davis, si t'en viens à essayer d'être convaincu par Mike Davis comme la signature à mettre en avant, c'est que ça s'est pas si bien passé que ça comme free agency. Enfin, Clairement. Donc, Clairement. Bon, redoublement pour les Falcons. Du coup, en NFC Sud, ça nous fera tout le panel. Félicitations pour les Buccaneers, compliments pour les Panthers, passable pour les Saints et redoublement pour les Falcons. On a eu les 4 appréciations. Si on avait besoin d'une division témoin pour vous montrer toutes les notes, vous l'avez. On passe à la NFC West et on commence par les Seahawks où il y a eu pas mal de mouvements. Carlos Hyde, David Moore, Jacob Hollister, Greg Olsen, Mike Iupati, Jaran Reed, Quinton Dunbar et Shaquille Griffin. Ça, c'est ceux qui sont partis. Ceux qui arrivent ou qui reviennent, Chris Carson, le coureur, Gerald Everett, Tylen, Gabe Jackson est arrivé dans un échange pour la ligne offensive, il arrive de Las Vegas, Ethan Pochik, Jordan Simmons, Cédric Ogbuei pour la ligne offensive, Carlos Dunlap, Benson Mayowa, Kerry Hyder-Alwoods pour la ligne défensive avec Poona Ford aussi, et Damarius Randall, Akelo Witherspoon pour les lignes arrière de la défense. Beaucoup de mouvements, beaucoup de salive utilisée sur cette séquence, mais j'ai pas l'impression que je ne vais pas dire beaucoup de mouvements pour rien, mais pas de mouvements notables qui changent la vie de Seattle pour l'instant, Raphaël. Non, alors c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup plus de choses que la dernière fois où on s'était vu sur Seattle, qui avait commencé très très timidement sa free agency. De mémoire, même peut-être qu'à l'époque, le seul move, c'était la coupe de Carlos Dunlap et je pense qu'ils n'avaient pas fait grand-chose de plus à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, ça se passe un peu mieux. Je trouve qu'avoir réussi à faire revenir Carlos Dunlap, Gabe Jackson, qui est pas le meilleur garde de la ligue, mais qui, à mon sens, améliore un peu la ligne offensive de Seattle. Bon, il y a des moves, il y a des choix intéressants. Après, moi, je vais avoir du mal à aller au-delà. Disons que tout ça fait qu'ils évitent pour moi un redoublement, mais je vais avoir du mal à aller au-delà de passable.
parce que, à mon sens, c'était l'année ou jamais où il fallait casser sa tirelire sur un lineman offensif et il fallait y aller. Et ils l'ont pas fait. Alors Gabe Jackson, ça va, mais ça reste un joueur correct sans plus et on attendait et on en reviendra sur d'autres équipes, mais quand on voit comment certaines ont réussi à créer de la masse salariale pour aller chercher des top linemen offensifs ou autres, je me dis que Seattle devait le faire et ils l'ont pas fait. Et donc, encore une fois, je reste un peu sceptique face à cette stratégie sur leur ligne offensive. Donc, je vais aller sur passable. De toute façon, a priori, pour moi, ils sont jugés à l'aune de leur capacité à renforcer leur ligne offensive, qui était quand même le besoin criant de cette équipe depuis un moment. Moi, je suis comme toi, le passable, parce qu'ils se maintiennent plus ou moins dans une sorte de status quo, un peu plus, mais il n'y a pas grand-chose de significatif pour moi, Grégory. Je vous trouve un peu dur, ouais, mais je voyais que tu avais envie de défendre. Je voyais que tu te fatiguais là. Ouais, alors je vais dire franchement, je suis quand même à la frontière entre passable et bon, c'est vrai que compliment, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, j'ai été très surpris la dernière fois et Raph en a parlé par le cut de Carlos Dunlap. Le fait qu'il le fasse revenir alors que ça a été quand même un élément important du renouveau défensif des Seahawks la saison passée, avec en plus en effet le retour d'un Benson Mayowa également. Voilà, je pense que déjà, c'est sûr que j'étais un peu inquiété par les deux côtés de la ligne. Ligne défensive, je suis déjà un peu plus rassuré. Il y aura toujours ce départ de Jaran Reed qui va poser quelques points d'interrogation sur la capacité à avoir vraiment un vrai leader sur l'intérieur de la D-line. Après, la ligne offensive, moi, je suis curieux de savoir qui ils auraient pu aller chercher. Parce que très franchement, enfin, Dwayne Brown, on le dit, il n'est pas éternel non plus, mais jusqu'à preuve du contraire, il fait le travail. Et je pense que c'est plus préparer un jeune left tackle derrière lui que vraiment aller investir massivement. Des tackles droits aujourd'hui, tu peux en avoir pour pas trop cher. Et bon, dans mon idée, oui, ça peut faire le boulot. Et un Joe Tunney que les Chiefs sont allés prendre. Bah, là, tu me parles d'un garde. En l'occurrence, le garde, ils l'ont considéré. Ouais, enfin, ils ont des besoins partout. Je préfère Joe Tunney à Gabe Jackson, quoi. Pareil, tu vois, un pourquoi ne pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, après, on parle pas de la même chose. Il y en a un qui arrive via un trade, il y en a un autre qui arrive parce qu'on lui offre un pactole pendant la free agency. Donc, oui, non, mais personne ne les empêche de se débrouiller pour offrir des pactoles de temps en temps. Bah, après, moi, je sais pas. Moi, je vous trouve un peu sévère. Après, je vous rejoins globalement si vous voulez mettre passable. Moi, je vous rejoins là-dessus. C'est déjà beaucoup plus rassurant, encore une fois, que ce qu'on avait vu il y a quelques semaines de ça. Oui. Voilà. Après, la ligne offensive est un besoin et le restera. Je suis pas totalement rassuré non plus par le poste de cornerback, surtout qu'ils ont perdu Shaquille Griffin. J'ai pas dans l'idée que Randall ou Witherspoon comble ce besoin en attendant la draft. Voilà. Après, l'effectif de Seattle reste globalement cohérent et je pense peut batailler avec les autres effectifs d'NFC West. Passable du coup, puisqu'on était deux à passable et Greg était prêt à se laisser entraîner. Oui, on peut aller sur passable. On enchaîne avec les Rams. Les départs, tout d'abord, parce qu'il y en a beaucoup plus. John Johnson, Troy Hill, Sanson et Boukham. Michael Broker s'envoyait à Détroit. Derek Rivers, Morgan Fox, Austin Blitz, Gerald Everett, Josh Reynolds, Malcolm Brown et évidemment Jared Goff envoyé à Détroit, lui aussi dans un échange séparé de Michael Broker. C'était pas le même. Les arrivées, il n'y en a que 3. Matthew Stafford par un échange, DeSean Jackson par une signature et Leonard Floyd qui est re-signé. Qui est re-signé, je sais pas de bêtises. Ouais. Donc re-signé Leonard Floyd. Donc on en a 3. Bon, moi je vais vous dire, c'est des compliments rien que parce que tu te débarrasses de Goff et que tu prends Matthew Stafford. Je suis désolé. Ça me paraît aussi simple que ça. Oh le troll. D'accord. Non mais tu vois, alors par contre, on a un truc. On disait, oui, les Seahawks, ils osent pas, etc. Les Seahawks, ils sont censés être prétendants au titre parce qu'ils ont un candidat au MVP au poste de quarterback. C'est pour ça que moi, je leur reproche de ne pas être assez agressif. Quand tu vois comment les Rams se débrouillent alors qu'ils sont jamais censés avoir de salary cap ou de choix de draft pour toujours faire des trucs et tenter des choses, moi, je suis plus team on tente des trucs. Donc, cette équipe-là qui va chercher Matthew Stafford, forcément, ça me plaît. Alors, tu me mets dans une position très inconfortable parce que tu m'obliges à relativiser des choses sur Matthew Stafford. On connaît mon point de vue sur ce quarterback. Tu te rends compte qu'ils sont rivaux de division maintenant, les deux meilleurs quarterbacks de moins de 33 ans, 34 ans, je sais plus combien. Je ne sais pas qui est l'autre, moi pour moi il n'y en a qu'un seul. Mais pour être plus sérieux, non. Alors, je vais vous faire sans doute sourciller, messieurs, voire plus, mais pour moi les Rams ils sont en dessous des Seahawks au niveau de mes notes intersaison. Parce que je veux bien qu'on me dise oui, ils ont pris des risques en faisant venir Matthew Stafford.
j'ai pas non plus dans l'idée que Matthew Stafford, d'un coup, va faire franchir un palier énormissime par rapport à Jared Goff. Attention, Il y a un mouvement pendant l'intersaison, c'est celui-là, et je trouve que c'est quand même une intersaison relativement mince pour permettre à Los Angeles, qui est quand même passé un peu ric-rac en playoff l'année passée, de vraiment avoir un effectif plus massif. Alors, on est d'accord, mais pour d'autres, tu donnais l'excuse du salary cap, ça marche pas avec eux parce qu'ils sont quand même bien bloqués, non? Ils sont bloqués. Mais après, toi, tu me dis, c'est limite félicitations, non, mais attends, parce que c'est pour ça que je souligne le côté troll. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont amélioré la position la plus importante. Moi, si tu me poses la question, et je le redis, je les mets derrière les Seahawks, pour moi, ils sont passables. Parce qu'il y a un mouvement, en effet, qui est notable. Ils améliorent la position de quarterback, je veux bien l'entendre. Deshaun Jackson, qui apportera plus d'expérience que Josh Reynolds, même si j'ai pas dans l'idée que le poste de receveur, c'était la priorité du côté des Rams. J'aime même pas la signature de Deshaun Jackson. Tous les ans, il y a quelqu'un qui signe Deshaun Jackson en croyant qu'il joue encore en 2014. Oui, mais il connaît Sean McVay, donc il y a quand même une connexion. Et il peut, je pense, quand même le bonifier dans une attaque qui reste assez jeune. Mais franchement, moi, c'est même cette signature-là, je m'en fiche. Il sera blessé en semaine 4. C'est pas mon problème. Mais pour moi, à partir du moment où tu améliores le poste le plus important alors que tu étais en playoff, c'est une bonne intersaison. Bon, s'il te faut ça, oui, moi je les ai mis pas ça. Raphaël, tu es juge. Je sais pas. Franchement, je suis vraiment partagé entre vous deux. Instinctivement, je serais peut-être allé sur les compliments parce que, comme tu dis, Matthew Stafford, et pour moi, tu renforces le poste le plus important d'une franchise et tu le renforces en plus en te séparant du contrat de Goff en partie. Donc, c'est un vrai bon coup. Maintenant, de l'autre côté, tu perds quand même des joueurs dans le backfield défensif. John Johnson, que j'adore en safety. Et je suis pas totalement convaincu que les jeunes de l'escouade pour le remplacer soient au niveau, ou en tout cas tout de suite, de manière immédiate. Troy Hill, l'an dernier, au poste de cornerback, a quand même bien servi. Tu perds Brokers, qui, mine de rien, produisait chaque année sur la ligne défensive. Et tu re-signes Leonard Floyd, alors qu'il sort d'une bonne saison. Maintenant, l'année juste avant Leonard Floyd, c'était notre ami Dante Fowler qui avait fait une superbe saison parce qu'il profitait des gaps ouverts par Aaron Donald. Cette année, c'est Leonard Floyd qui en profite. Est-ce que c'était vraiment la peine de le signer? Est-ce qu'il valait pas mieux aller chercher un autre joueur de ce type pour profiter des brèches? Du coup, je suis pas bien certain que l'effectif soit renforcé, ce qui me tendrait à dire passable. Mais comme il renforce le poste de quarterback, et c'est possible que juste avec ça, tu gagnes un match ou deux de plus et que tu as un meilleur bilan à la fin que l'an dernier. Donc, non mais t'as tout bien résumé. Hein. Si je suis de bonne foi, je sais qu'ils ont pas qu'ils ont régressé en défense sur les transferts, par exemple. Après, on coupe la poire en deux, on met des compliments. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ah oui, moi, compliment, ça m'allait. J'allais pas à félicitations, par contre. Ah, d'accord. Moi, j'étais resté sur ta déclaration de base. C'est pour ça. J'étais sur des compliments, au moins, parce que, voilà. Après, je comprends. Ils sont, c'est une intersaison déséquilibrée, en un sens. Puis la ligne offensive a pas vraiment été considérée. Alors, ils avaient pas de quoi la considérer, hein, mais alors, il y a la draft. Non, il y a même pas la draft tellement pour oui, le coup. Ici, ils ont 3 choix dans les 3 premiers tours. Donc ça reste quand même. Ils ont réussi à sauver deuxième, le. Ah oui, ouais. Ils ont un deuxième et 2 troisièmes. Ouais. Bon, va falloir trouver. Hein. J'espère pour eux que la draft sera profonde, mais c'est vrai que sur les postes de tackle, c'est quand même pas certain que tous leurs joueurs soient éternels. Donc bon, compliment, parce que je pense qu'au final, avec Stafford, ils peuvent avoir plus de victoires que l'an dernier, mais c'est ric-rac. Hein. C'est ric-rac. Compliments, donc Greg, tu acceptes les compliments? Oui. J'aime bien ça, j'ai vraiment l'impression d'être au conseil de classe. On passe à une des équipes hype de l'intersaison, messieurs. Ils ont perdu Kenyan Drake, Trent Sherfield, Dan Arnold, Angelo Blackson, Hassan Reddick, Patrick Peterson. Mais que sont ces pertes à côté des arrivées fulgurantes, notamment de Colt McCoy, non je déconne, de James Conner, d'Edgy Green, de Kelvin Beachum, Brian Winters, Max Garcia, Rodney Hudson au centre, J.J. Watt évidemment en défense, Marcus Golden qui reste, Robert Alford, Malcolm Butler, Chris Banjo pour un peu de musique quand même, ambiance et tout ça, Andy Lee, Matt Prater, Sean Williams, Tanner Vallejo, il y a plein de monde. Évidemment, je parle des Cardinals. C'est une des destinations hype de l'intersaison, clairement. Rien que sur les signatures d'Edgy Green et J.J. Watt, je vais vous dire, il y a 5 ans, ça c'était... c'était double félicitation. Voilà, il y a 4-5 ans, tu sortais avec incroyable. Ça, c'était réglé. Hein. Est-ce que ça vaut une félicitation au moins, Raphaël, en 2021 ?
Écoute, j'étais plus parti sur compliment parce que Watt, Green, Connor, c'est des vétérans. Ça va être très utile pour un effectif qui était borderline pour aller en playoff. Ça va apporter un peu d'expérience, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je serais en fait, ouais, je sais pas, compliment, félicitations pour le coup. J'aime vraiment beaucoup l'échange pour Rodney Hudson qui, à mon avis, sur le centre de la ligne, va faire un bien fou à cette ligne offensive et même à Kyler Murray. Ça va vraiment l'aider à stabiliser sa gestion dans la poche, tout ça qui a pu parfois être un peu compliqué sur ces 2 premières saisons. Donc franchement, juste pour Rodney Hudson, je serais presque capable d'aller sur félicitations. Après tout le reste, je suis plus dans le compliment, petit compliment. Donc je vous laisse batailler pour le reste. Moi, je Belle vais free laisser. agency quand même. Ouais, je vais laisser Grégory aussi trancher. Moi, je serais plutôt sur compliment aussi. J'irai pas jusqu'à félicitations parce que c'est des noms qui claquent, mais je suis pas persuadé de l'efficacité totale du truc, notamment pour AJ Green qui avait l'air quand même un peu atteint l'an dernier. Après, j'aime bien même des Sanson et Boukham en défense. J'aime bien même. Non, et Boukham, c'est à San Francisco. Ouais. Pardon, oui, je suis déjà sur mes notes de San Francisco. J'ai vu le nom apparaître devant moi, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Autant pour moi. Donc, je disais, j'aime quand même bien les signatures, notamment celle de Rodney Hudson sur le centre de la ligne. Pardon, tu l'as bien dit, Raphaël. Donc, ils sont clairement plus forts qu'il y a un mois ou deux. Est-ce qu'ils sont top? Après, tu me diras, ça ne me choquerait pas non plus des félicitations vu qu'ils n'ont pas non plus perdu grand-chose. Donc, c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas des paris qui leur coûtent très cher. Bon, ils perdent Hassan Reddick et Patrick Peterson et Kenyan Drake. Bon, Kenyan Drake, ils s'en remettront. Après, tu remplaces Kenyan Drake par James Conner. Alors après, ils peuvent prendre un running back à la free agency, mais à la draft. Non, mais honnêtement, et puis des coureurs, bon, c'est pas trop qu'on s'en fiche. Ah oui, c'est vrai que il y a une secte forte. donc non, moi je vais te dire, ça dépend comment tu considères les pertes de Reddick et Peterson, quoi. Non, je te rejoins sur quasiment tout ce que tu as dit. Même moi, j'étais à la limite des félicitations. Faut bonifier très clairement le fait que tu es un quarterback prometteur en contrat rookie. Il le renforce en effet en apportant vraiment une bonne dose d'expérience. Ça, au moins, on peut clairement le mettre à leur crédit. Voilà. Après, est-ce que tous seront dans leur plus grande forme? Ça reste à voir. Mais en tout cas, oui, non, il y a vraiment des bonnes bases et je vous rejoins. Hudson, c'est un très très bon coup pour renforcer cette O-line et pour permettre à Arizona d'être un peu plus compétitif et d'atteindre enfin ses playoffs sous l'ère Kingsbury. Donc compliment. Compliment ou félicitations? Compliment pour moi, quand même. Allez, compliment pour tout le monde. Les 49ers, j'avais pris un peu d'avance. Ils gardent Trent Williams, évidemment. C'est le plus gros contrat distribué lors de cette free agency, messieurs, avec 138 millions de dollars. C'est le plus gros contrat total. C'est le plus gros contrat au niveau des garanties avec 55,1 millions de dollars. Et c'est le plus gros contrat avec les garanties à la signature qui sont de 40 millions de dollars, quasiment tout rond. Du côté donc de San Francisco, on l'a dit, Trent Williams, Alex Mack aussi au centre de la ligne, Mohamed Sanu, Kyle Juszczyk reste, Samson Ebukam arrive en défense, je l'ai dit, Nate Gary aussi, Emmanuel Mosley, Jason Verrett, Kawan Williams, Jack Whiskey Tart, Tavon Wilson, ça c'est pour les safety, du côté des départs à San Francisco, CJ Beathard, Tevin Coleman, Kendrick Bourne, Solomon Thomas, Kerry Hyder et Akello Witherspoon. Je vous ai pas donné exactement toutes les arrivées, je vous fais pas toute la liste, je prends les plus notables. C'est plutôt une belle intersaison aussi du côté de San Francisco, j'ai l'impression, non? Oui, en tout cas, ça a été fait dans la logique du trade qui a suivi, c'est-à-dire qu'on a blindé un maximum les postes annexes à celui de quarterback, et du coup, ça donne en effet un groupe assez conséquent. La défense était assez honorable, plus qu'honorable d'ailleurs ces dernières années. En plus, c'est forcément une intersaison réussie. Ils ont signé un defensive end, et ça, on sait que c'est important pour John Lynch. Chaque année, il faut le faire. Donc du coup, en ce sens, c'est réussi. Peut-être des petits points d'interrogation sur le poste de corner derrière Jason Verrett, surtout qu'on sait que c'est un joueur qui reste assez fragile. Mais oui, non, franchement, globalement, là, je t'avoue, je suis encore à la frontière entre compliments et félicitations. C'est compliments sur. Je sais pas s'il y a un truc qui peut m'inciter à dire bon allez, on monte jusqu'à la félicitation, parce qu'il n'y a pas non plus que des signatures glamour. Trent Williams, c'est un gros coup, on est d'accord. Ça permet en tout cas de conserver une bonne ligne qui a un peu souffert, mais c'était pas forcément du fait de l'ancien joueur de Washington. Donc compliment affirmé. Je vous laisse vous décider là-dessus, messieurs, mais pour moi c'est compliment affirmé.
Est-ce que je vous ai dit que j'aime la signature de Samson Ebukam? Je crois que tu avais commencé à nous le dire, mais Raphaël, compliments ou félicitations ou autre chose? écoute, on va aller sur compliment parce que moi, ouais, j'étais parti aussi sur des petits compliments en plus, hein, pour le coup. Donc, je suis plus à l'aise avec l'idée de rester là-dessus. La re-signature de Trent Williams, c'est un super coup. Alors, très cher payé. Maintenant, bon, bah, c'est la vie de la ligue, hein. Faut sortir la valise à certains moments. Surtout que c'est pour un potentiel Hall of Famer au poste de left tackle. Donc, je pense que ça peut valoir le coup certaines fois d'oser faire ça. Après, ouais, moi, j'irais vraiment pas sur félicitations parce que ça manque, à mon sens, d'autres. Enfin, ils restent forts sur un poste fort, mais ils améliorent pas d'autres secteurs de jeu de manière significative, à mon sens, pour passer en félicitations. J'ai quelques inquiétudes sur le poste de cornerback. Je sais plus si tu l'as dit, mais ils perdent aussi Richard Sherman qui avait quand même apporté quelque chose dans ce backfield défensif. Après, il a signé nulle part pour l'instant. Alors voilà, mais c'est j'entends ce que tu dis. Il part pour ne pas revenir. Tu fais bien de le préciser, Greg, je fais un aparté, mais quand je vous annonce les partants, en fait, je mentionne que ceux qui ont signé avec une autre équipe. Voilà. Très bien. Mais donc, bon, tu vois, je trouve que à mon sens, pour aller sur félicitations, il aurait fallu qu'il se renforce vraiment dans un secteur de jeu qui posait problème. Et je trouve pas que c'est le cas de manière particulière. Donc, compliment, ça me semble bien. Il régresse pas, mais il se renforce pas. Et à partir de là, j'ai du mal à donner des félicitations à une équipe qui se renforce pas de manière significative. Donc, compliment, on verra évidemment comment il ponctue cette intersaison folle, puisqu'il y a eu aussi un échange qui les envoie au 3e choix de la draft. S'ils prennent un quarterback éventuellement, mais ça, c'est pour les pastilles draft. C'est pour les pastilles le draft. Mystère reste entier. C'est ça. Et c'est Greg qui vous en parlera. Restez à l'affût des pastilles draft sur votre flux podcast. Petite pause et on enchaîne. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On enchaîne, messieurs, avec les divisions NFC Nord et NFC Est. Je crois que je n'ai pas résumé, par contre, du côté de la NFC Ouest, les notes que nous avons données. Donc, Seahawks passable, Rams, Cardinals et 49ers sont tous les compliments. Donc, la NFC Ouest ne sera pas beaucoup plus facile l'année prochaine. On passe au Nord avec les Packers. Les Packers qui ont été plutôt calmes, comme à leur habitude. Aaron Jones pour les re-signatures. Mercedes Lewis, Tyler Lancaster, Kevin King, Will Redmond. Là, je vous ai tous donné parce que ça n'a pas beaucoup bougé. Et du côté des départs, ils ont perdu Jamal Williams, Corey Linsley qui est parti aux Chargers, c'est peut-être le plus gros départ. Christian Kirksey est parti aux Texans et Montravius Adams est parti du côté des Patriots. Je vous le dis, mais le quarterback Tim Boyd est parti aussi, si vous saviez qu'il était effectif. Si vous faites partie donc de sa famille, sachez qu'il est Détroit parti aussi d'ailleurs, il y a une petite connexion, je crois. Voilà, bon, donc en tout cas, vous êtes au courant. Les Packers, donc très calmes, comme d'habitude. Le plus gros morceau, c'était de re-signer Aaron Jones. Alors, re-signer un coureur pour très cher, Raphaël, est-ce que ça fait un redoublement? Alors, je vais éviter cette question piège en répondant pas pour cette raison-là redoublement, mais par contre, à titre personnel, ça fait redoublement pour tout le reste, en fait. C'est une équipe qui n'a pas remporté le titre NFC depuis 2014 malgré le fait d'avoir Aaron Rodgers dans son rang. Ils perdent leur centre titulaire, donc il va falloir le remplacer. Et au-delà de ça, je sais que c'est pas la mentalité Green Bay de claquer de l'argent sur la free agency, tout ça. Voilà, ils ont leur système et jusque-là, on peut pas dire que leur système les ait particulièrement trompés parce que même si l'an dernier, d'ailleurs, ils avaient mis un peu d'argent quand même sur la table, faut pas exagérer, mais oui. Leur système jusque-là leur a permis d'être parmi les prétendants aux playoffs depuis X années. Mais je sais pas, moi, je comprends pas pourquoi ils veulent pas passer un cap supplémentaire encore en essayant de faire venir un gros joueur à un poste clé. Il y a toujours pas de mouvement. Pour moi, ils se renforcent pas, voire même ils régressent potentiellement sur cette free agency. Donc, il y a le matos pour attirer du monde, ils le font pas. Pour moi, c'est redoublement. Et... C'est sûr que s'ils avaient eu le GM des Rams, par exemple, ils auraient plus de choix du premier tour sur les 25 prochaines années parce qu'il avait Aaron Rodgers et ils tentaient, quoi. Là, c'est la stratégie inverse.
Moi, j'irais pas jusqu'à redoublement, j'aurais dit passable parce ils ont très très peu de marge de manœuvre. Hein. Ils ont 3 millions au moment où on se parle sur le salary cap. Donc, je leur aurais mis passable parce qu'ils ont fait le job, ils ont signé Aaron Jones qui a quand même été ultra productif pour eux. Et moi, je trouve que c'était important de leur signer. Donc, j'irais sur passable parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Grégory. Oui, non, passable pour moi aussi. Situation free agency, situation salary cap. Forcément à prendre en compte. Après, je sais pas si re-signer Kevin King c'était la bonne solution. Après, c'est un corner numéro 2, c'est pas forcément celui qui et ça comment dire ça n'empêche pas les Packers de sélectionner un corner éventuellement lors de la draft. Donc voilà, il me paraissait quand même assez complet malgré certains postes un peu problématiques. Inside linebacker, je suis pas plus rassuré pour autant à l'heure où on se parle. Mais bon, voilà, aller jusqu'à redoublement, ça me paraît un peu sévère, même si en effet, on peut juger que c'est un peu bête d'avoir re-signé Aaron Jones au détriment éventuellement de signatures un peu glamour sur d'autres postes. Donc passable pour les Packers. Du côté des Bears, on a fait venir Andy Dalton, Damian Williams, Allen Robinson a re-signé, Jermaine Fedi a re-signé, on garde aussi Mario Edwards, Jeremy Ataochu, Angelo Blackson, Artie Burns, Desmond Trufant, Dion Bush, DeAndre Houston Carson, Cairo Santos, Pat O'Connell, plein de monde donc du côté de Chicago. Du côté des départs, Mitchell Trubisky est parti, petite larme à l'œil, tout comme Brent Urban, Barkevius Mingo, Rashan Coward, Brent Urban je l'ai dit, et Kyle Fuller, le cornerback, est parti quand même du côté des Broncos. C'est pas une intersaison dont ils ont l'air de ressortir particulièrement renforcés, les Bears, en dehors du fait d'avoir gardé Allen Robinson. C'est un bel euphémisme. Oui. J'essaie d'être soft des fois. Ouais, c'est ce que je fais. T'es plus soft depuis que Trubisky est parti, donc c'est particulier avec Chicago. Non, bah écoute, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'y suis allé avec un redoublement. Sur la même logique que ce que j'avais dit avec Tennessee lors du précédent podcast, pour moi, l'attaque ne s'est pas améliorée du côté de Chicago, alors que c'était le point négatif des Bears en 2020. Et même à mon sens, la défense s'est affaiblie. Notamment, tu l'as dit, de par l'absence de Kyle Fuller, remplacé par Desmond Trufant, qui est quand même clairement en fin de parcours. Je pense qu'on peut le dire maintenant, vu ce qu'on en voit depuis 2 ans. Ils perdent aussi, dans une moindre mesure, Tashon Gibson sur le poste de safety. Ouais, là, très clairement, dans une année où le head coach, voire le GM jouent leur tête, j'aurais vu quelque chose de plus sexy qu'un simple taxe sur Allen Robinson et une signature d'Andy Dalton pour potentiellement prendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Ils peuvent éventuellement blinder sur un quarterback pendant la draft, mais ça me paraît un peu compromis. Ils ont quand même des besoins sur le poste de tackle. Il y a encore beaucoup de choses, moi, qui me laissent un peu pantois du côté de Chicago, donc je peux pas faire autrement que d'aller sur un redoublement. Ça sent le redoublement pour cause de élève a du mal à se concentrer et à trouver une direction, non Raphaël. Oui, c'est non, mais je rejoins ce que Grégory a dit. Hein. Pour moi, c'est redoublement sans aucun doute. Il y a aucune partie de l'effectif ne s'est améliorée à mon sens, ni l'attaque ni la défense. Le tag d'Allen Robinson fait vraiment cache-misère. Ils ont balancé la petite rumeur Russell Wilson pour faire croire qu'ils avaient essayé quelque chose, histoire de dire non, mais regardez, c'est pas tellement de notre faute. Hein. Je vous jure, on a essayé, hein, les gars, mais on n'y peut rien. Donc bon, écoute, clairement, objectivement, la saison qui s'annonce vraiment pas meilleure pour Chicago que celle de l'an passé, voire moins bien. Donc, je vois pas tellement ce qu'on pourrait dire d'autre que redoublement là-dessus. Pour moi, on est en mode full bricolage. On ne sait pas s'ils sont en reconstruction, s'ils tâtonnent en essayant de sauver leur tête pour les coachs et GM. Donc, c'est une équipe un peu bloquée entre deux eaux, donc redoublement partagé. Du côté des Vikings, messieurs, on va aller maintenant avec la re-signature d'Amir Abdullah, Chad Bibi, Mason Cole sur la ligne, Dakota Dozier, Rashod Hill, ça aussi c'est sur la ligne, Steven Weatherly, Delvin Thompson, Nick Vigil en défense, et puis la couverture aérienne qui avait besoin d'aide, qui en a eu avec Mackenzie Alexander, Patrick Peterson et Xavier Woods. Du côté des départs, ils ont perdu Mike Boone, Kyle Rudolph, Riley Riff, Ifeadi Odenigbo, Jalil Thompson, Shamar Stephen, Eric Wilson et Anthony Harris. Anthony Harris qui est une grosse perte, mais de l'autre côté, ils font venir Mackenzie Alexander, Patrick Peterson, Xavier Woods. Est-ce que vous êtes convaincu par ce qui se passe dans la couverture aérienne de Minnesota ?
qui était quand même déjà suspect l'an dernier et qui n'a pas l'air d'en profiter beaucoup. Je suis pas tellement convaincu là parce que tu viens de nous la balance que tu viens de nous donner pour le coup, sauf si peut-être Patrick Peterson qui avait l'air d'être en fin de course au poste de cornerback venait à être recyclé en safety de manière assez intéressante, pourquoi pas à la limite, hein, je sais pas, moi je suis ouvert à toutes les propositions de la part de Mike Zimmer. Écoute, moi je vais sur passable parce que l'effectif me semble pas s'être amélioré. Alors la ligne offensive, bon, j'en parle même plus parce que je crois que Minnesota a décidé de pas tellement s'occuper de sa ligne offensive, donc c'est pas grave, hein, ils vont vivre avec. Mais c'est vrai que la défense, ouais, faut voir ce que Peterson. J'aime beaucoup sur la ligne défensive Tomlinson qui va apporter du poids et de la viande sur le centre de la ligne défensive, ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le backfield défensif me semble pas forcément sorti grandi de ça. L'attaque, comme je l'ai dit, bon, passable quoi. Passable pour moi également, c'est un peu le. Je ne vais pas en rajouter par rapport à Raphaël. Greg, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? C'est compliqué parce qu'en effet, notamment en défense, il y a 2 signatures quand même intéressantes, on l'a dit. Peterson, j'attends de voir entre les mains de Mike Zimmer. Ouais, ça m'intriguera déjà un peu plus qu'à Arizona entre les mains de Vance Joseph, si je veux être mauvais esprit. Mais ouais, non, c'est sûr que cette attaque, pour l'instant, elle laisse encore à désirer et il n'y a pas eu de vrai mouvement pour vraiment la renforcer. C'est ce qui fait que bon, la défense a rarement été un problème chez les Vikings, notamment depuis l'arrivée de Mike Zimmer. Donc voilà, on va dire pour contrebalancer un peu les deux, j'irai sur un passable, mais je suis plus proche des compliments que du redoublement. Tu me pointes des compliments. Je suis au niveau du passable, mais je suis plus sur le positif que le négatif. Un bon passable. Très bien, un bon passable. Les Lions, alors là on est encore dans une de ces équipes nuages de poussière, j'ai envie de dire, on a fait énormément de bruit, on a fait énormément de mouvements et on va voir ce qui en ressort. Attention, je vous balance les noms. Du côté des arrivées, on a évidemment Jared Goff dans un échange, Jamal Williams, Breshad Perryman, Tyrell Williams, Josh Hill, tout ça c'est de la cible, Charles Harris, Romeo Okwara, Michael Brokers en défense, Alexander Zalon au poste de linebacker, Quinton Dunbar, Dean Marlowe, Cornell Durr du côté de la couverture aérienne, Randy Bullock au poste de kicker aussi. Du côté des départs, donc, on a perdu Chase Daniel et Matt Stafford sur les postes de quarterback, Jamal Agnew, Kenny Golladay, Marvin Jones, Mohamed Sanu sur les postes de receveur, Oday Abouchi sur la ligne, Danny Shelton, Jarrad Davis, Justin Coleman, Rashan Melvin, Daryl Roberts, Desmond Trufant en défense et Miles Kidbrough, Matt Prater aussi. Il s'est passé plein de choses, comme ça on a fait plein de passe-passe, c'est du bon taux. Et à la fin, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt moins bien. Et que ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Enfin, au-delà du fait que Jared Goff, c'est un sous Matthew Stafford, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, au moins. Non, mais voilà. C'est le Alex Smith du pauvre. C'est ce que je me suis laissé dire. Ah oui, là, c'est du très pauvre. Là, franchement, il est en bien mauvais état. Non, ça reste quand même pour un nouveau front office. Il y a eu des signatures assez cohérentes, je trouve. C'est pas toujours glamour, je vous l'accorde, mais en tout cas, à mon sens, il y a quand même un tant soit peu de cohérence. Quinton Dunbar, je parlais du fait que Desmond Trufant avait quitté Détroit, le remplacer par Quinton Dunbar, ça me paraît pas une mauvaise solution pour épauler Jeffrey Okudah sur le poste de corner. Ils avaient besoin de middle linebacker, Alex Anzalone, que connaît en plus le coordinateur défensif Aaron Glenn, c'est pas forcément une mauvaise solution en soi, il a pas démérité en Louisiane, loin de là. Michael Brokers, au-delà de la polémique et je trouve du timing par rapport à ses déclarations d'il y a quelques temps, bon, ça laisse un peu à désirer. Après, c'était pas hyper méchant, mais... Oui, voilà. Bon, après, voilà, ça reste quand même un lineman défensif qui sait en imposer, qui peut prendre pas mal de place, qui a déjà joué de tackle. Donc voilà, aux côtés notamment de certains jeunes sur cette D-line, ça peut être intéressant. Et j'aime bien notamment Jamal Williams, que je trouve que je peux trouver assez complémentaire avec un DeAndre Swift. Donc voilà, receveur, je pense qu'il y a une classe profonde à la draft, donc ils ont rempli l'effectif sans vraiment s'attendre forcément à avoir un top receveur. Mais ouais, pour le coup, moi, j'y vais plutôt sur compliment. Ok. Parce que je trouve qu'il y a une base quand même assez intéressante sur laquelle repartir. Même si je me leurre pas, je vois pas Détroit partir sur un 12-4 avec cet effectif-là. Mais en tout cas, il y a de quoi, en effet, mettre pas mal de concurrence et avoir un effectif assez homogène. Je pensais pas qu'on me chipoterait les compliments pour l'équipe qui a récupéré Matt Stafford, mais qu'on les mettrait direct à celle qui a récupéré Jared Goff. C'est un tu résumes au quarterback, t'as le droit. Hein. C'est vrai. Raphaël, qu'est-ce que tu penses de cette analyse?
Je suis un peu partagé. Je trouve que en fait, leur free agency est pas si inintéressante que ça. Alors, de toute manière, beaucoup va dépendre du nouveau coaching staff, au-delà de ça, et de ce qu'il va réussir à installer. Mais c'est vrai qu'il y a des signatures que moi j'aime bien. Greg en a parlé, Broker, Sanzalone, Igardo Quara. Alors, je suis vraiment embêté par les pertes au poste de receveur où là, à mon avis, Goladé, Marvin Jones, tu passes à Tyrell Williams et Breshad Perryman. T'as un vrai gap en termes de talent. Donc là-dessus, ils sont vraiment perdants. Maintenant, dans une saison de transition, avec un Jared Goff qui est là pour combien de temps, je sais pas. Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas avoir tout de suite un receveur numéro 1 dès l'an prochain et de construire l'an prochain à partir de vétérans? En fait, je trouve que sur certains aspects, toute proportion gardée, ils refont un peu le coup de la free agency de Miami d'il y a 2 ans, la première de Brian Flores, avec beaucoup de signatures de vétérans, de petits contrats courts, qui amènent un peu d'effectifs, un peu de rotation, qui amènent du vétéran. Bon, tu sais pas ce que tout va donner, mais certaines marchent, d'autres marchent pas, mais tu peux t'en débarrasser facilement. C'est pas très engageant en fait. Je trouve que c'est pas une free agency qui les engage et qui les met face au mur l'an prochain, suivant comment ça se passe. Donc à partir de là, moi je suis sur un passable plus. Moi, je vais te dire, en fait, j'aime bien ce qu'ils ont fait en défense, clairement, mais leur attaque me fait flipper, quoi. C'est parce que si ça prend pas avec Goff, vu le matos qu'il y a devant, ça va être sale et pas sale, genre les jeunes qui disent maintenant ils vont faire du sale, vraiment sale, quoi, au sens littéral du terme, ça va être moche. Donc, oui, arrêtez de détourner le sens des mots. C'était l'instant Bernard Pivot. Donc, je dirais passable, mais vraiment pour la défense, quoi, parce que le reste. Il faut que le coaching prenne. Clairement. Je te trouve un peu sévère sur la O-line, mais après. Ouais, mais bon. Elle a quand même progressé l'année passée. Hein. Baker, Ragno, c'est extrêmement solide. Jonah Jackson, ça a montré une bonne campagne rookie. Ouais, mais là, on parle de ce qui change, pas de ce qui reste. Tu vois, sur ce qui change, moi je l'ai dit, le poste de receveur, je vous l'accorde, il n'y a pas de star. Mais il y a une classe de receveur au niveau de la draft qui va être assez imposante. Et je pense qu'on peut quand même partir du principe que le premier tour des Lions va a priori partir sur un receveur numéro 1. Ah oui, mais attends, moi je note pas le futur, je note ce qui s'est passé. Moi je note en prenant quand même en considération tous les aspects qui ont sûrement été pris en considération par le front office des Lions. Ouais, mais t'en as fait quelques-unes des drafts. T'as vu combien de GM intelligents suivre exactement les conseils que vous donniez? On verra, mais en tout cas, moi, si je suis la logique à l'instant T où on échange, mais si vous voulez mettre passable, moi, je vous suis, hein. Mais c'est juste je relativise sur le niveau de l'attaque et notamment de la O-line. Je pense qu'on peut aller sur passable dans le sens où toi, tu partais un peu sur compliment. Oui. Alain, au tout début, avait l'air peut-être de partir un peu plus sur redoublement. On peut essayer de recouper la poire en deux en restant sur passable. Passable, ça me va parce que c'est neutre pour moi. Restons sur passable. Je suis pas convaincu dans un sens ou dans l'autre, quoi. Bon, allez, passable. Allez, donc en NFC Nord, ça fait passable pour les Packers, les Vikings, les Lions. C'est un redoublement pour les Bears. Hein, donc, c'est pas une division qui s'est particulièrement distinguée cette année. En NFC Est, évidemment, la grande arrivée, la star, c'est à Washington. Ryan Fitzpatrick et sa barbe glorieuse débarquent pour une saison. Il rajoute à sa collection de maillots. Il sera épaulé par Lamar Miller, Adam Humphries, Curtis Samuel, DeAndre Carter, David Sharp et Brandon Scherf. Brandon Scherf qui a été tagué. Tyler Larsen arrive aussi sur la ligne. En défense, David Mayo, William Jackson III, le troisième du nom, Danny Johnson, Daryl Roberts et le kicker Dustin Hopkins qui re-signe. Du côté des départs, Jeremy Sprinkle, le tight end, Ryan Anderson en défense, Thomas Davis, Ronald Darby et Fabian Moreau. Il y a quand même plus d'arrivées que de départs chez le champion de division NFC Est. La question numéro 1, allez, on ramène, je sais, trop au quarterback, mais Ryan Fitzpatrick, c'est quoi? C'est une upgrade, une rustine? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est de l'upgrade en tout cas visuellement et pour le plaisir du jeu aérien, c'est une upgrade par rapport à ce que Washington pouvait faire l'an dernier. L'an dernier, si tu regardais l'attaque de Washington en dehors de Terry McLaurin, c'était quand même le désespoir. Là, en rajoutant Fitzpatrick qui envoie dans les airs à tout va, Curtis Samuel qui a un peu un gadget, je trouve que déjà cette attaque de Washington, à défaut d'être probablement victorieuse sur tous ces matchs, va au moins faire lever un peu plus les spectateurs de leur siège et être plus sympa à regarder. Donc, pour moi, c'est déjà vraiment un plus. Et puis, derrière, si tu ajoutes en défense, j'aime beaucoup l'arrivée de Jackson dans le backfield défensif.
Moi, je pars sur compliment. Hein. Je trouve que c'est un effectif qui s'améliore. Alors, on sait de toute façon que Fitzpatrick, c'est un, comme on dit, c'est un quarterback bridge. Enfin, il va faire le pont entre cette saison. Je ne sais pas très bien ce que Washington va pouvoir drafter cette saison au poste de quarterback. Je ne suis pas certain qu'il puisse le faire de cette saison, mais où ça sera l'an prochain. Il va faire la soudure, mais bon, pour moi, sur le papier, c'est un effectif qui se renforce et qui se renforce de manière agréable. Donc, je vais sur compliment. Signature et renfort, pas forcément glamour, mais pour coach solide, moi ça me plaît. J'irai sur compliment aussi. Greg, est-ce que tu nous suivrais? Non, j'étais surpassable. Non, t'étais surpassable. Ouais, une défense qui est au même, qui je pense va être à peu près au même niveau. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui me laisse sous-entendre qu'elle va régresser ou vraiment exploser massivement, en dehors, bien entendu, de la progression des joueurs qui sont déjà sous contrat. En attaque, là, on parlait d'O-line. Niveau mouvement, bon, ils ont tagué encore Brandon Scherf. Ouais, ils ont mais gardé on est d'accord. Brandon Scherf en captivité. On est d'accord. Oui, bah voilà. Ils ont tagué Brandon Scherf, mais ouais, moi, c'est plus sur les extérieurs que ça m'inquiète. Faut le protéger, Ryan Fitzpatrick, qui lance quand même certaines interceptions. Ah oui, il y a la draft. Tout à l'heure, si on prévoit que leur premier tour sera un tackle. Oui, ça peut être un tackle. Après, on l'a dit, ils draftent pas dans les tout premiers. Hein. Non, mais il y a de la profondeur. Mais c'est pour ça que je mets pas un redoublement. Hein. Moi, je dis, l'effectif me semble à peu près de même niveau en attaque, de même niveau en défense. Je peux pas forcément aller sur complément. Je pense que c'est un peu plus mieux, j'allais dire, en attaque. Ouais, peut-être que Fitzpatrick vous envoie plus de rêves qu'Alex Smith. J'aurais pas de mal avec ça. Mais Curtis Samuel, ça te rajoute pas quelque chose quand même? Oui, si, c'est un bon gadget, comme disait Raph. Mais bon, les Panthers se sont pas transformés en attaque de par la seule présence de Curtis Samuel. Hein. Non, mais oui, moi, je vais te dire, écoutez, je serais entre les deux, en effet. C'est des. Bon, allez, je vais aller sur les compliments pour la barbe. Vous faudrait presque un truc intermédiaire entre passable, mais je sais pas trop ce que. Il y avait encouragement, moi, quand j'étais au collège. Il est complissable. Dans mon collège, il y avait encouragement entre les deux. Ah ouais, c'est entre les deux. Okay. Ouais, il y avait une. On les encourage. Non, je te dis une bêtise parce qu'il n'y avait pas de passable, donc. Ouais, je crois que passable, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est nous qui sommes mauvaise langue. Ouais, c'est un peu la vieille éducation. Ouais, c'est passable. On encourage Washington, surtout à changer de nom, hein, parce que football team, faut arrêter maintenant. Hein. C'est ça. Ouais, fais attention parce que c'est parti pour durer. Hein. Ah ouais, je sais bien. Du côté des Giants, désormais, Mike Glennon, Devontae Booker, Kenny Golladay, évidemment, est la grosse signature. L'infâme John Ross arrive également. Kyle Rudolph, une cible de plus. Oui, c'est une référence à une série télé des années 70. Un rival de division en plus, voilà. Ça la fout mal. Donc, Zach Fulton, Ryan Anderson, Ife Adier, Odenigbo, Leonard Williams est re-signé. Danny Shelton arrive ou revient? Non, il n'était pas passé chez eux. Oui, arrive. Reggie Ragland et Adoree Jackson qui est récupéré après avoir été coupé par les Titans. Donc ça fait plutôt des trucs un peu, très mystérieux pour le coup, mais glamour. Ils ont perdu Kevin Zeitler quand même. Ils perdent Dalvin Tomlinson aussi, Kyler Fackrell et David Mayo. Pas beaucoup de pertes, mais des grosses pertes quand même pour New York. Est-ce que ça déséquilibre trop ou est-ce qu'on est quand même sur de la bonne intersaison? Il y a quand même Kenny Golladay qui était une des grosses prises glamour de l'intersaison. Là, le but, c'était clairement d'armer Daniel Jones. Hein, Golladay, John Ross, Kyle Rudolph. Ouais. Non, mais ils font, comme tu dis, ils font cette prise glamour avec Golladay qui pour moi a montré que c'était un très bon receveur dans cette ligue et je vois pas très bien pourquoi ça changerait la donne à New York. Daniel Jones va enfin avoir ce receveur numéro 1 avec lui, donc ça c'est forcément le positif. Ça pourrait être même très positif si Adoree Jackson montre ce qu'il a pu montrer à Tennessee et qu'on sache, et que ce pourquoi les Titans l'ont coupé ne ressorte pas, parce que ça pour moi ça reste quand même un des bons mystères de l'intersaison et donc à tout moment je m'attends à ce qu'un dossier sorte de nulle part. Ça va dépendre de la marée, si le corps remonte ou pas pendant l'intersaison. Donc bon, en tout cas, ça reste un petit mystère. Après, comme tu l'as dit, je suis embêté par la perte de Zeitler et Tomlinson sur les deux lignes. Et je suis absolument pas convaincu par les signatures de Ross et Kyle Rudolph, mais ils sont signés sur des petits contrats et pas chers, donc de toute manière, tu risques rien. Quoi? Pas convaincu par John Ross? Non, mais à leur décharge, il est signé sur 1 an, 2 millions et quelques. De toute façon, ça marche, c'est cool, ça marche pas. Non, mais la prise, c'est Golladay, de toute façon. Voilà. Donc, moi, j'aurais presque tendance à aller sur un compliment,
Mais bon, j'entends si c'est passable. Moi, ça m'embête qu'ils se dépeuplent un poil sur les lignes parce que en perdant de bons joueurs, mais en même temps, au moins ils ont Hamilton, il a été remplacé par Shelton. Hein. C'est vrai. C'est pas le même niveau, mais Pas le même niveau, ouais, c'est pas le même c'est niveau, c'est dans une ligne où ce qui est quand même assez fourni, ça peut faire le taf. au kilo, ça remplace. Mais non, mais moi, à la limite, je suis prêt à mettre compliment parce que je trouve que l'objectif est respecté, c'est entourer Daniel Jones. Au moins, il y a une ligne claire, contrairement à certaines équipes. Greg. Je veux bien un compliment. Vous avez parlé notamment de Kevin Zeitler. Attention parce que Golladay et Jackson sur le papier, c'est 2 signatures sexy, mais c'est 2 joueurs qui traînent beaucoup de problèmes de santé ces derniers mois. Hein. Donc ça peut très bien être 2 joueurs qui vont renforcer l'infirmerie new-yorkaise. Mais oui, non, si on prend sur le papier là à l'instant T, oui, en effet, c'est des armes qui peuvent permettre à New York de remporter cette division et de clairement progresser. Donc ouais, non, je vous suis. Sur les compliments, je veux bien vous suivre. Allez, compliments. On passe aux Cowboys qui ont signé Dak Prescott, évidemment. Ils ont également signé Tyneski, Carlos Watkins, Brent Urban, Tarell Basham, Keanu Neal, CJ Goodwin, Jordan Lewis, Jaron Kearse, Damonte Kazi et le punter Brian Anger. Du côté des départs, ils ont perdu Andy Dalton, Blake Bell, Cameron Irving, Tyron Crawford, Chidobe Awuzie et Xavier Woods sur la couverture aérienne, qui sont quand même 2 départs notables. Une intersaison, on va dire quand même plutôt calme du côté de Dallas. Il y a eu un énorme chèque qui était prévu, c'était à Dak Prescott, et puis du coup derrière on s'est plutôt calmé. Honnêtement, j'arrive pas trop à savoir ce que j'en pense. Il fallait faire des choses sur la couverture aérienne. Est-ce que ça fait le job CJ Goodwin, Jordan Lewis, Jaron Kearse, Damonte Kazi quand tu as perdu Woods et Awuzie qui étaient quand même plutôt pas mauvais? Tu as l'air ouais, non, passable. Oui, moi je ferais pas ça. Pour moi, ils avaient pas encore une fois en défense, voilà, Dan Quinn fait venir des anciennes connaissances avec le premier Keanu de la NFL, mais notamment, ouais, non, ça me paraît quand même un peu insuffisant en attaque. Je trouve pas qu'il y ait de départ fâcheux. Il y a pas il y a rien pour clairement rebooster. Donc ouais, là, sur la même logique que ce que je disais tout à l'heure. Rien de forcément extraordinaire en positif ou en négatif, c'est neutre. Tu sais qu'il paraît que Keanu Reeves a refusé de jouer en NFL pour laisser à Keanu Neal le privilège d'être le premier Keanu. J'en suis persuadé. Raphaël, inspiré par cette intersaison peu inspirante des Cowboys? Je vais vous rejoindre, c'est passable. Il s'évite la catastrophe, à mon sens, en ne perdant pas Dak Prescott. Donc au moins, ils ont stabilisé le poste le plus important. Voilà, mais c'est vrai qu'autour, il n'y a pas eu forcément Ils ont fait quelques échanges en termes de rotation sur le backfield défensif, mais t'en sors pas forcément meilleur. La ligne offensive, ce qui a été un problème l'an dernier avec toutes les blessures et a pas été considéré en termes de profondeur, elle pourra l'être à la draft sans doute, mais et de rajeunissement aussi d'ailleurs, qui était sans doute un de leurs problèmes. Ça pourrait l'être à la draft, mais en tout cas, ça l'a pas été à la free agency. Donc à partir de là, l'effectif a pas l'air d'être forcément moins bon, mais a pas l'air d'avoir progressé, donc passable, ouais. Allez, passable. On termine avec les Eagles. Du côté de Philadelphie, ça peut aller vite aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Joe Flacco arrive, Hassan Ridgeway, Eric Wilson, Andrew Harris et Anthony Harris, qui est quand même la grosse signature. Du côté des départs, on a perdu DeSean Jackson, Carson Wentz évidemment, Vinny Curry, Malik Jackson, Ned Gary, Jalen Mills et Cam Johnston. Donc pas mal de pertes et une très grosse arrivée. Anthony Harris, est-ce que Anthony Harris suffit pour faire une intersaison réussie du côté de Philadelphie? Raphaël. Sachant qu'on met, du coup, le fait de l'intersaison, c'est qu'on met tous les œufs dans le panier Jalen Hurts, puisqu'on a échangé Carson Wentz. C'est le plus gros départ au final. Oui, sauf méga surprise d'ici là, mais effectivement, on met tous les œufs dans ce panier-là, pourquoi pas. Écoute, moi je trouve quand on reprend tous les paramètres, le fait qu'ils avaient peu d'argent disponible, ils ont réussi à ajouter une pièce importante dans le backfield défensif qui était un peu en difficulté l'an dernier. Donc, entre passable et compliment, rien que pour ça, à mon sens. Après, si vous êtes convaincu par passable, ça me va très bien. Je peux même entendre redoublement suivant vos arguments. Enfin, je pense que l'échelle est assez large, donc du coup, peut-être passable. Ouais. Grégory. Oui, non, je pense qu'en effet, la signature d'Harris leur permet de passer en passable. Mais ouais, sinon, en effet, c'est quand même assez mince, là aussi, de par les circonstances financières.
Ils ont limité comme ils pouvaient en arrivant quand même à signer un joueur d'impact dans le backfield défensif qui restait en plus un secteur à besoin. Donc voilà. Après, cet effectif, il est difficile à jauger, mais je pense qu'il voit un peu plus que ce qu'on en voit sur le papier. Mais c'est pour ça, je serais pas aussi critique que ça et je resterai quand même sur un passable. Passable donc pour Philadelphie, ce sera passable pour les Eagles et Cowboys, compliment pour les Giants et Washington du côté de la NFC Est. C'est comme ça qu'on boucle notre petit tour de la conférence NFC. Messieurs, juste je termine l'émission par ça, mais est-ce que vous voulez dire un petit mot sur l'actu de la nuit dernière, puisqu'on met en ligne ce podcast un mardi soir, Julian Edelman qui prend sa retraite. Est-ce qu'il y avait un mot particulier à dire là-dessus? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser puisqu'il n'a pas joué, mais quand même, c'est un grand joueur qui s'en va, un grand joueur des Patriots qui s'en va. Alors, il a des très belles stats en playoff, moins un match pour Grégory. Je sais que dans la mémoire de Greg, il y a une dizaine de réceptions en moins, je crois, dans la carrière de Julian Edelman. Donc voilà, non mais il faut quand même le saluer. C'est un joueur emblématique de ces 10-15 dernières années. Du coup, il a 34 ans, donc oui, c'est ça. Une douzaine d'années qu'il avait été drafté. 10-12 saisons. Donc voilà, joueur emblématique des Patriots, c'est vraiment la fin c'est doucement quand même la fin, en tout cas le renouvellement là, de cette génération dorée, de cette deuxième génération dorée des Patriots, celle du deuxième triplé, on va dire, quoi. Oui, en tout cas offensivement, parce qu'en défense, ils ont gardé quelques joueurs, je pense à Donta Hightower notamment, les McCourty qui restent encore un peu pour rappeler cette Patriots Way, on va dire deuxième édition. Et c'est vrai qu'en attaque, on retrouve plus grand monde pour le coup. Non, bah écoute, très belle carrière. Rien que pour son parcours, 7e tour, qui fait une telle carrière, rien que ça, s'accrocher dans la ligue, la difficulté que c'est. L'impact, l'importance qu'il a pu avoir dans le slot pour les Patriots, rien d'autre à dire que chapeau. Hein. On vous épargnera le débat Hall of Fame maintenant, mais Grégory, ça reste quand même un joueur marquant. Oui, bon alors après, je trouve qu'on l'a beaucoup critiqué sur la saison régulière. En effet, c'est vrai qu'il y a moins de moments marquants en effet que ce qu'on a pu voir au mois de janvier. Statistiquement, ça reste quand même honorable et on l'a dit, c'était le principal receveur de la nouvelle ère hyper dominatrice des Pats. Donc voilà, ça situe quand même la performance. Il est pas là au Super Bowl contre les Eagles, même si New England marque des points, ils perdent. Sur les Super Bowls où il est là, il est décisif et il permet notamment, il facilite la victoire des Pats à mon sens. Donc oui, non, c'est clairement, Raph le disait, faut rappeler quand même, c'est un quarterback à la base et c'est un joueur en effet qui symbolise bien cet état d'esprit-là parce que c'est un joueur qui a joué corner, qui a joué sur l'équipe spéciale, qui a gravi les échelons en tant que receveur, qui était souvent catalogué comme le nouveau Wes Welker et qui a parfaitement assumé cette responsabilité en prenant un peu plus d'envergure, je trouve, que Welker, qui était un petit peu plus en retrait, notamment par rapport à Randy Moss à l'époque. Mais voilà, c'est bon, je vois qu'on n'est pas d'accord, mais non, mais en retrait par rapport à Randy Moss, ça paraît normal. On parle d'un. Oui, bah c'est pour ça. Mais après, oui, Edelman n'a pas joué avec Randy Moss, mais c'est ce que je disais, le côté receveur numéro 1 malgré tout de l'équipe. Oui, t'as raison. Et puis, même si à Randy Moss, il fait plus d'une centaine de réceptions par saison quand même. Hein. Au niveau des stats, Welker est quand même plus productif que. Oui, bon après, je suis pas là pour comparer les deux, mais voilà. Mais je trouve que voilà, malgré cette responsabilité-là, je trouve qu'il a eu quand même. Je sais pas aujourd'hui. Alors tu vois, encore une fois, l'idée c'est pas de comparer les deux. Je sais pas aujourd'hui si tu demandes à un fan des Pats qui il a plus dans son esprit entre Welker et Edelman. Je pense qu'il préfère Edelman. Il y a même pas débat. Bah voilà, c'est plus dans cet esprit-là, je voulais le dire. Mais parce que voilà, l'idée c'est pas de comparer le talent des deux bonhommes. Parce que je trouve ça très cruel pour Welker, en effet, qu'il ait jamais eu la réussite en playoff et au Super Bowl. Je pense que pour certains fans des Pats, Welker restera toujours le mec qui a relâché un ballon important au Super Bowl et qui était pas digne et tout ça, alors qu'il a apporté beaucoup plus en saison régulière et qu'il a révolutionné son poste quasiment. Donc voilà. Mais après, j'adore Wes Welker et je trouve que pour le coup, intrinsèquement, il était quand même au-dessus. Mais voilà, bon, ça c'est perso. Juste pour rappel, 6822 yards pour Julian Edelman en saison régulière et 36 touchdowns en 11 saisons. Voilà, on cherchait tout à l'heure. Et puis, je suis désolé, j'ai pas la stat, mais des stats énormes en playoff. Il a joué 19 matchs. Il y a deuxième en termes de réception en playoff, juste derrière Jerry Rice. Donc c'est sûr que ça. Après, évidemment, les stats en playoff sont à pondérer vu que c'est des stats brutes
et qu'il a forcément joué beaucoup plus de matchs de playoff. Donc, au bout d'un moment, le total, il arrive plus près des légendes aussi. Quand tu joues beaucoup plus de matchs, il y a aussi ça quand même qui joue. Il y a des joueurs qui ont des moyennes de réception en playoff bien plus élevées qu'Edelman, mais qui ont joué beaucoup moins de matchs. Donc, sur le total, quand tu cumules, forcément, il est haut. Mais encore une fois, ça ne retire rien. Il a fait des matchs d'un clutchissime incroyable en playoff. Voilà, on voulait lui rendre un petit hommage. C'est comme ça que se termine l'épisode 423 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et même si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee, bien évidemment. Cette semaine, on dit merci à plein de gens qui se sont rajoutés depuis la dernière émission. Marc Rommel-Fangen, Patrick Carton, Jarno, Julien, Pierre Charles, Nicolas. Oui, il y avait 2 Nicolas à la suite qui ont typé le même jour, l'un après l'autre. Vincent, Donian, Jean, LW75, Patrick, Coucoulem, Ririk le Géant, Automatic First Down, Julien Brissillon, Lerkin62, Roux77, Damish, Pat Ouéron, Maxence, Zwin, Clemty 42 150, Pébart, Arnaud Doucet, Léo et Félix Durand. Ça me permet de vous rappeler d'ailleurs qu'il reste quelques sous-verts de la draft. Il y a eu une commande cet après-midi. Il en reste 18 très exactement. Donc édition limitée draft. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg. Merci à tous les deux. On se retrouve évidemment dans 2 jours pour le débrief de la conférence AFC. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, les réseaux sociaux, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier. Raphaël _TDA pour Raphaël sur Twitter, @Yellow Radiosa pour Greg, @alamatei pour moi-même. Et je me gourre de jingle. Et on se dit à très bientôt, à très vite sur tdactu.com, pour l'actu de la NFL et les pastilles draft tous les matins. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on